Donc, état d'urgence, la conférence d'aujourd'hui, évidemment, va me permettre deux choses. D'une part, d'essayer de faire un petit tour d'horizon de qu'est-ce qu'un état d'urgence, puis comment est-ce que le droit permet la sortie des règles actuelles, hein, parce qu'un état d'urgence, ça implique la reconnaissance d'un déséquilibre dans les trois pouvoirs là, qui généralement caractérisent un état de droit démocratique, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Donc, le temps de la crise, il y a un de ces trois pouvoirs-là qui va prendre la pôle et qui va pouvoir, au nom de l'intérêt commun, prendre des mesures qui, en temps normal, ne seraient pas permises, en fait. C'est-à-dire qu'il va rapatrier un petit peu des pouvoirs, notamment du judiciaire et du législatif, pour être capable de protéger la sécurité du plus grand nombre. Alors, on va simplement regarder, faire un petit tour d'horizon des règles actuelles, des possibilités qui auraient pu être empruntées par le gouvernement et des possibilités qui ont été empruntées par le gouvernement. Je vais vraiment m'intéresser à la manière qu'a eu le gouvernement du Québec de gérer la crise de la COVID-19. Hein. On est à plus d'un an maintenant dans l'état d'urgence sanitaire. Ça a été pour la première fois décrété le 13 mars dernier. Et donc, on est aujourd'hui au 17, alors ça fait plus d'un an. Bon anniversaire tout le monde! Et ensuite, moi, je vais m'intéresser aux failles, c'est-à-dire prendre le droit un peu comme les règles actuelles, parce que le collègue Fournier, tout à l'heure, nous disait qu'il faut toujours tirer le meilleur d'une situation de crise. Et donc, effectivement, c'est un laboratoire, c'est-à-dire que ça montre, c'est l'épreuve du feu, finalement, des règles qui, je vous avoue bien humblement, là, en tant que spécialiste en droit et liberté de la personne, je ne m'étais pas intéressé aux mécanismes de près là, qui permettent au gouvernement de gérer un état d'urgence au Québec. Alors là, on l'a vu. Et on a vu également peut-être les problèmes qui découlaient, à mon sens, du manque de balises là, qui encadrent le large, très, très large pouvoir discrétionnaire de l'exécutif là, pour déterminer le début et surtout la fin de l'état d'urgence. Hein, parce que on va le voir, là, même si dans tous les États démocratiques, il y a des mécanismes qui permettent de faire face à une crise, qui permettent donc de déséquilibrer l'équilibre entre les trois pouvoirs à un temps donné. L'état d'urgence, le grand problème, c'est qu'on peut être tout à fait d'accord sur le moment où on entre en état d'urgence. Souvent, le grand problème, c'est qu'il y a des désaccords qui peuvent survenir quant à la fin de l'état d'urgence. Hein. Il y a peut-être l'exécutif qui va finir par trouver ça intéressant, là, les pouvoirs, les surpouvoirs qui viennent avec un état d'urgence et qui pourraient être tentés. Je ne suis pas en train de dire nécessairement que c'est ce qui arrive actuellement, mais être tenté de les garder un petit peu plus longtemps que ce qui serait nécessaire. Alors, c'est un peu la deuxième partie de la conférence, là, une fois qu'on aura fait un petit tour d'horizon. Puis je vais essayer de ne pas trop là, vous barber là, avec des termes juridiques. On va vraiment essayer de rester dans l'explication des principes plutôt que dans la technicalité juridique. Évidemment, si vous avez des questions plus précises, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et ensuite, en deuxième partie, une fois qu'on aura fait ce petit tour du jardin, là, de comment ça s'est passé, lancer la réflexion pour ce qui nous attend. C'est-à-dire comment est-ce qu'au sortir de la crise, on devrait lancer la discussion collective pour peut-être resserrer ce cadre normatif-là au vu d'une prochaine crise. On espère qu'elle va arriver dans 100 ans, mais quand même, là, pour pas qu'on répète les erreurs, à mon sens, là, qui se sont produites, en tout cas, les critiques qu'on peut formuler avec le cadre normatif qui s'applique actuellement. OK, alors, mais l'état d'urgence, donc je le disais, tous les États démocratiques, puis au Québec, c'est ça aussi, hein, c'est les trois pouvoirs. Bon, donc le pouvoir est réparti, c'est le mot de Montesquieu, là, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et donc, il y a des responsabilités qu'on va donner à chacun des trois grands pouvoirs là, qui structurent les États démocratiques, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Puis l'état d'urgence, c'est justement, il y a une crise et il faut aller plus rapidement pour être capable de protéger la sécurité du plus grand nombre. Et généralement, c'est l'exécutif, en fait, qui va prendre plus de pouvoir que la normale et va pouvoir poser des actes qui, en temps normal, quand on n'est pas en temps d'urgence ou en situation de crise, il ne pourrait pas légalement, constitutionnellement, les poser, ces actes-là. Il serait rattrapé, le législatif là, viendrait l'empêcher d'agir ou encore le judiciaire pourrait l'empêcher d'agir suite à un recours en contrôle judiciaire. Et donc, il y a des mécanismes, puis au Québec, le mécanisme dont s'est servi le gouvernement, c'est prévu, et là, je vais partager pour vous montrer là, les dispositions. C'est la loi sur la santé publique, les articles 118 et suivants. Les articles 118 et suivants de la loi sur la santé publique, ce sont les dispositions qui ont été utilisées, là, en particulier l'article 119 ici, qui permet à l'exécutif gouvernemental de, décréter l'état d'urgence et ensuite, on le voit, hein, d'en déterminer la fin.
par deux possibilités, puis on pourrait revenir parce que cet article-là est au cœur d'une des grandes critiques que j'oppose au pouvoir, à tout le moins, qui sont prévues dans la loi sur la santé publique là, et qui donne une discrétion totale au gouvernement, finalement, pour déterminer quand est-ce que l'état d'urgence se termine. Alors, de 10 jours en 10 jours, c'est pour ça que lorsque vous regardez le plus récent décret, là, les premières pages maintenant sont interminables et on finit par rien comprendre, justement en raison de l'obligation de renouveler à chaque 10 jours l'état d'urgence. Donc, c'est des décrets qui renvoient à des dizaines de décrets qui ont été adoptés depuis le 13 mars dernier. Donc, c'est vraiment lié à l'article 119 là, et ce mécanisme-là qui a été choisi par le gouvernement. Au niveau fédéral, il existe le pendant de la loi sur les mesures de guerre, qu'on connaît bien sûr, là, au Québec en raison de la crise d'octobre 1970. Mais cette loi-là a été remplacée en 1988 par la loi sur les mesures d'urgence. Cette loi-là n'a toujours pas été invoquée par le gouvernement fédéral. Donc, il n'y a pas eu d'état d'urgence au sens loi sur les mesures d'urgence qui a été mis de l'avant. Il y a eu des mécanismes spéciaux, bien sûr, notamment à travers la loi sur la quarantaine et une loi qui a été adoptée, là, la loi sur les mesures d'urgence COVID. Là, il y a des dispositions spéciales pour gérer la crise, mais le mécanisme similaire à celui qui a été utilisé par le gouvernement du Québec, là, on ne l'a pas véritablement utilisé. On a fait lorsqu'ils prennent des décisions, sous peine de voir ces décisions-là ou ces lois-là être déclarées invalides ou sans effet, en fait. Alors, la règle, c'est comme les droits et libertés sont au-dessus des lois, mais toute action gouvernementale doit être conforme aux droits et libertés de la personne pour pouvoir produire des effets dans la société. Donc, c'est la conséquence du caractère supralégislatif des textes sur les droits fondamentaux, mais il y a un mécanisme, et le gouvernement du Québec, le législateur québécois, pardon, s'en est par ailleurs prévalu pour la loi sur la laïcité de l'État, qui permet d'empêcher les justiciables de contester une décision ou une mesure en se fondant sur les textes sur les droits fondamentaux. C'est ce qu'on appelle la dérogation ou la suspension des droits fondamentaux. Alors, dans la Charte québécoise, vous retrouvez cette possibilité-là. Là. Alors, article 52. Le mécanisme, il est prévu expressément là, dans la Charte québécoise, et donc on peut déroger là, tant que le législateur le dit clairement et expressément à l'entièreté de la Charte québécoise. Et dans la canadienne, c'est la fameuse, là, celle qu'on a appelée la clause non-obstant à l'époque, l'article 33, qui ne permet de déroger qu'à certains droits protégés par la Charte canadienne, mais par ailleurs, c'est ceux qu'on peut considérer comme étant les plus importants, là, donc les articles 2 et 7 à 15, qui comportent les libertés fondamentales, le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, les garanties judiciaires, etc., etc. Alors, ces mécanismes-là n'ont pas été intégrés dans les mécanismes qui permettent au gouvernement, aux exécutifs, de gérer l'état d'urgence. Ça, c'est valable autant pour la loi sur les mesures d'urgence qu'en vertu de la loi sur la santé publique. Alors, conséquence de ça, même si ce serait peut-être une situation où il pourrait être légitime, en tout cas temporairement, de carrément suspendre les droits fondamentaux, parce que là, il faut agir rapidement pour éteindre le feu qui menace la maison collective, là, les législateurs fédéraux comme le législateur du Québec a fait le choix jusqu'ici de ne pas suspendre les droits et libertés de la personne. En conséquence, les décrets, les décisions prises pour gérer la crise de la COVID-19 peuvent théoriquement être contestées sur la base d'une incompatibilité avec les droits et libertés de la personne. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Je veux dire, le fait que même s'il y a un argument qui pourrait être fait pour déroger valablement aux droits et libertés, je veux dire, même la Cour suprême y fait référence indirectement dans plusieurs arrêts qu'elle a rendus depuis 1982 en lien avec la Charte canadienne, en disant que déroger aux droits fondamentaux en contexte d'urgence, en contexte de crise, de catastrophe nationale, c'est quelque chose qui est considéré comme étant légitime, en guillemets, en tout cas qui ne serait pas tellement surprenant. Malgré tout, les gouvernements n'ont fait le choix jusqu'ici de ne pas les suspendre et ça explique pourquoi est-ce qu'il y a eu quelques contestations judiciaires, là, des nombreuses mesures qui restreignent plusieurs droits fondamentaux qui ont été adoptés depuis le début de l'état d'urgence sanitaire. OK? Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer, rendons à César ce qui est à César. Là, le fait de ne pas suspendre les droits fondamentaux, c'est tout à l'honneur des gouvernements. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a eu aussi peu de contestations? C'est parce que quand même, les gouvernements savent bien que la jurisprudence
Et ça, c'est tout à fait cohérent avec l'idée d'un état d'urgence et avec la manière qu'ont les tribunaux de mettre en œuvre les droits et libertés de la personne. C'est vraiment un procédé qui est fondé sur le contexte des litiges, qui est très variable d'un litige à l'autre. Alors, le fait qu'on traverse actuellement une crise de nature mondiale et donc très grave sur la situation là, canadienne et québécoise, la pandémie de COVID-19, bien, ça vient avec une marge de manœuvre beaucoup plus grande qui est laissée à l'État pour justifier des atteintes aux droits fondamentaux. Alors, c'est quoi ça, justifier une atteinte à un droit fondamental? C'est si par exemple, je suis un justiciable et que je veux contester, par exemple, le décret qui a imposé le couvre-feu, atteinte à la liberté, il y a plusieurs droits fondamentaux qui sont violés par cette mesure-là, qui, évidemment, hors état d'urgence, ne passerait pas le test de la Charte canadienne, ni celui de la Charte québécoise. On peut le dire là, sans aucun problème, là, un gouvernement qui, out of the blue, déciderait, parce que c'est plus pratique pour les policiers, en temps normal, d'imposer un couvre-feu, à la maison, tout le monde, de 8 h à 5 h le matin. C'est sûr que ça ne passerait pas le test des chartes en temps normal. Mais maintenant, on n'est pas en temps normal, on est en situation d'urgence. Et donc, la question pour qu'on soit capable de convaincre qu'une mesure viole les chartes et donc doit être déclarée invalide, c'est un raisonnement qui est en deux temps. Première chose, il faut démontrer que la mesure porte atteinte à un ou plusieurs droits fondamentaux. À peu près tous les décrets qui ont été adoptés là, pour lutter contre la COVID-19 impliquent une restriction à l'un ou l'autre ou plusieurs des droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne et par la Charte québécoise. Alors, à l'étape initiale d'une atteinte ou d'une restriction aux droits fondamentaux, à peu près toutes les mesures prises impliquent, on peut cocher cette case-là, oui, ça implique des atteintes aux droits fondamentaux. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour qu'on invalide ces décrets-là? Bien, le nerf de la guerre, le cœur de l'analyse, c'est à l'étape suivante que ça va se faire. C'est à l'étape donc de la justification de l'atteinte. Parce qu'on donne dans les textes sur les droits et libertés l'occasion au gouvernement, en temps normal comme en temps d'urgence, de présenter des arguments fondés notamment sur l'intérêt collectif ou la protection de la sécurité du plus grand nombre, qui pourraient permettre aux tribunaux de dire, écoutez, oui, cette mesure-là, elle restreint les droits fondamentaux, mais elle le fait d'une manière qui est raisonnable dans une société démocratique, dans une société libre et démocratique. Et cette étape-là de la justification des atteintes aux droits, c'est là où le contexte global est pris en considération par les tribunaux. Vous me suivez? Et c'est à ce niveau-là, donc, on peut dire que l'état d'urgence n'affecte pas la portée des droits fondamentaux comme tels. La liberté de religion, là, elle demeure la liberté de religion et des actes qui restreignent la liberté de religion, qu'ils soient posés en état d'urgence ou qu'ils soient posés en temps normal, en temps apaisé, dirons-nous, là, collectivement, bien, ça ne change rien. Ça va être la même portée des droits fondamentaux. Mais là où il y a une marge de manœuvre plus grande qui est laissée à l'État, c'est à l'étape de la justification. Parce que là, le gouvernement, bien, il peut se tourner vers la crise en disant, écoutez, il y a crise. Et parce qu'il y a crise, c'est une mesure exceptionnelle pour protéger le plus grand nombre. Et se rajoute à ça aussi la grande incertitude scientifique à laquelle on est confronté. Évidemment, on en apprend tous les jours un petit peu plus là, sur ce virus-là. Mais en principe, donc, des mesures peut-être plus draconiennes qui ont été prises au début de la crise de COVID-19, bien, l'incertitude scientifique et l'inconnu qui a amené les gouvernements à naviguer à vue, carrément à l'aveugle, bien, ça, les tribunaux, c'est sûr qu'ils en auraient tenu compte si tant est que ça avait été contesté au début de la crise. Alors, c'est vraiment là perméable au contexte, voire le contexte, il est déterminant pour qu'on soit capable de savoir dans quel cas est-ce qu'une atteinte à un droit fondamental se justifie et dans quel autre cas une atteinte à un droit fondamental, ça ne se justifie pas. Alors, c'est là où on en est actuellement, là. Alors, on a vu depuis le début de l'état d'urgence quelques portions de décret, notamment là, la portion du décret sur le couvre-feu qui affectait les personnes en situation d'itinérance, qui a été invalidée par un tribunal. Je crois que c'était la Cour supérieure, mais je finis par ne
plus savoir si c'est la Cour du Québec ou la Cour supérieure. Alors, je vais y aller avec la Cour supérieure, mais avec réserve. Là, je sais qu'il y a une Cour de justice qui a validé cette portion-là. En alléguant notamment, il y avait des éléments donc, de cette décision-là, de cette ordonnance judiciaire-là, qui portaient sur la définition, le droit administratif pur, là, le fait que la définition ne faisait pas de sens si on essayait de l'appliquer à des gens qui n'avaient pas de domicile, mais il y avait également une considération liée au respect des droits et libertés de la personne. Là. La vulnérabilité de ce groupe-là a été prise en considération par la juge, surtout que ça avait été rendu, cette ordonnance judiciaire-là, quelques jours après le décès là, j'ai M. André en tête, là, qui était une personne en situation d'itinérance qui était décédée, meurt de froid, en fait, finalement, dans une toilette où il s'était caché pour ne pas avoir une contravention, pour avoir violé le couvre-feu. Alors, mes règles générales, il y a eu plusieurs contestations et la plupart ont été rejetées. Maintenant, il faut garder en tête que la plupart de celles-ci, et ça, on va passer à la deuxième portion de ma présentation, n'ont pas été rejetées sur le fond. Elles ont été rejetées sur la base de critères exceptionnels qui venaient avec la demande de suspendre temporairement le décret, le temps qu'on puisse entendre les arguments sur le fond. Et ça, c'est pas mal un des éléments dont on doit tenir compte quand on parle de contre-pouvoir sur un état d'urgence qui dure sur une période aussi longue que celle à laquelle on est confronté. Hein. 1 an d'état d'urgence, ce n'est pas rien. Ça a des conséquences, c'est-à-dire que ça rend presque théorique la possibilité d'obtenir gain de cause devant un tribunal. Même si on serait capable de convaincre un juge qu'un décret porte atteinte de manière injustifiée aux droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne ou la Charte québécoise, mais encore, faut-il avoir le temps de faire valoir cet argument-là. Et souvent, des procès comme ceux-là, ça prend du temps. Alors, voilà. Maintenant qu'on a fait le tour d'horizon, et quelles sont les failles que moi j'ai été capable d'identifier et il me semble auxquelles on va devoir impérativement s'attaquer une fois qu'on sera sorti de la crise. Commençons par gérer la crise, puis ensuite on s'intéressera à la réforme du cadre normatif là, qui entoure cette gestion-là. Le premier, je vais les nommer les deux, puis ensuite on ira en détail. Là. C'est dans les deux cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée d'avoir des garde-fous. Des garde-fous pour encadrer le large pouvoir discrétionnaire, qui caractérise un état d'urgence nécessairement. L'idée d'état d'urgence, ça implique de donner plus de cordes à l'exécutif pour qu'il soit capable de poser les actes qu'on doit poser dans l'urgence pour protéger la sécurité du plus grand nombre. Alors ça, on ne peut pas aller à l'encontre de ce mécanisme-là, qui est par ailleurs largement intégré dans tous les régimes juridiques nationaux. Mais maintenant, surtout quand la crise dure, quand la crise s'étire dans le temps, on se rend compte que les mécanismes actuels, à tout le moins prévus dans la loi sur la santé publique, ont carrément retiré, en tout cas, au complet, là, les pouvoirs de délibération, en fait, qui sont associés à l'Assemblée nationale. On va y revenir là, à l'article 119, puis la lettre de l'article 119 là, qui a été mise de l'avant par le gouvernement et qui se défend par ailleurs là, juridiquement tout à fait. Là, elle implique des problèmes importants au sens démocratique du terme, là, qu'il me semble qu'on va devoir repenser, resserrer pour la suite des choses. Et le deuxième élément, ça c'est quelque chose qui est associé au régime, je vous dirais, de contrôle de constitutionnalité des normes et des décisions qui est celui qui s'applique au Canada, qui est un modèle de contrôle a posteriori. Alors, autrement formulé, là, tout justiciable qui souhaite contester une décision ou une norme d'application générale qui est contraire aux droits et libertés protégés par les chartes, mais il doit attendre qu'elle soit prise, que la décision soit prise ou que la loi soit adoptée pour ensuite la contester devant les tribunaux. Donc, il n'y a pas véritablement de garde-fou a priori qui permettent de contrôler ou d'accompagner le gouvernement en lien avec des tensions qui peuvent exister entre certaines décisions et des droits et libertés de la personne. Là. Et à mon sens, il y a différents éléments sur lesquels on pourrait peut-être travailler. Il me semble que cette crise-là et le caractère théorique de toute contestation qui survient pendant le temps de la crise là, devrait nous amener à réfléchir à l'opportunité d'avoir un mécanisme peut-être plus contraignant que ceux qui existent actuellement. Alors ça, c'est les deux éléments sur lesquels j'aimerais qu'on structure la deuxième portion de la présentation. Alors, l'article 119. L'article 119, on peut dire qu'il y a deux choses, en fait. On va en faire la lecture ensemble. Il y a la lettre de l'article 119 et il y a l'esprit de l'article 119.
Donc, 119. L'état d'urgence sanitaire déclaré par le gouvernement vaut pour une période maximale de 10 jours, à l'expiration de laquelle il peut être renouvelé pour d'autres périodes maximales de 10 jours, ou avec l'assentiment de l'Assemblée nationale pour des périodes maximales de 30 jours. Alors là, il y a deux interprétations qu'on peut faire de l'article 119. Le premier, c'est de dire, et ça, tout le monde s'entend sur le point de départ, c'est de dire quand la crise éclate, l'exécutif gouvernemental peut seul décréter que, OK, on tombe en état d'urgence. Et il peut renouveler cet état d'urgence-là pour une période de 10 jours. Bon, ça, c'est l'esprit général, mais on peut se dire aussi qu'il se passe quelque chose quand la crise dépasse 30 jours, parce que c'est le deuxième délai. Et là, on voit que l'Assemblée nationale devrait être mise à contribution à partir de 30 jours. Vous me suivez? Donc, l'esprit de l'article 119 pourrait être de dire, pour une crise qui ne dépasse pas 30 jours, c'est très bien que ce ne soit que l'exécutif gouvernemental qui décide qu'on tombe en crise et qu'on renouvelle jusqu'à ce qu'on atteigne le seuil de 30 jours. Mais à partir de 30 jours, il faudrait que l'Assemblée nationale soit mise à contribution. Maintenant, la lettre de l'article 119 permet aussi, à travers le terme « ou », permet aussi l'interprétation qui a été faite par le gouvernement dans l'état actuel des choses. Hein? Donc, on peut tomber en état d'urgence, ça, le gouvernement est responsable de ça. Et ensuite, après les 10 premiers jours, on peut renouveler pour 10 jours ou pour 30 jours avec l'assentiment de l'Assemblée nationale. Hein? C'est le petit « ou » ici, qui finit par poser problème et en tout cas fait tomber l'interprétation associée à l'esprit qu'on aurait pu avoir de l'article 119. Parce que finalement, cette interprétation-là, très littérale, fait en sorte que c'est uniquement pour des raisons pratiques, en fait, qu'on aurait besoin de l'Assemblée nationale. C'est si le gouvernement veut s'économiser l'obligation, très peu contraignante, convenons-en, de renouveler à chaque 10 jours l'état d'urgence de sa propre initiative et selon sa propre discrétion, mais il peut le faire pour 30 jours. Mais là, s'il veut le faire pour 30 jours, il faut qu'il ait l'assentiment de l'Assemblée nationale. Alors, ce mécanisme-là, je ne sais pas si vous vous souvenez du projet de loi 61 qui avait été proposé, mis de l'avant par le gouvernement l'été dernier. Et essentiellement, la proposition et la ligne rhétorique du gouvernement à l'époque, c'était le ministre Dubé qui n'était pas à la Santé à l'époque, mais qui était au Trésor, qui pilotait ce projet de loi-là, c'était de dire, les amis, rappelons-nous que nous sommes actuellement un gouvernement majoritaire. Et comme nous sommes un gouvernement majoritaire, de toute façon, les mesures, c'est nous qui allons décider quelles sont les mesures qui vont passer et quelles sont les mesures qui ne passeront pas, parce qu'on a la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, ce qu'il proposait, c'est de dire, comme on a déjà le pouvoir qui repose uniquement sur le gouvernement, selon la lettre de 119, de renouveler à chaque 10 jours, on va s'économiser ça, on va passer une loi en disant, on renouvelle l'état d'urgence pour 2 ans. Puis on va arrêter l'état d'urgence quand on va juger qu'on n'a plus besoin de l'état d'urgence. Vous me suivez? Alors, ça, c'est une lecture qui, on va dire, est très pragmatique, pour être généreux, mais qui donne très, très peu d'importance aux délibérations qui ont cours à l'Assemblée nationale et qui ne donnent pas du tout de poids à l'opposition pour être capable, peut-être parfois, de faire ressortir des éléments que la majorité, que le gouvernement n'avait pas pris en considération avant d'adopter cette disposition-là. Alors, l'article 119, là, et on le voit par ailleurs, parce qu'on a tenté de le contester devant les tribunaux, là. On a essayé de faire valoir que c'est l'esprit de l'article 119 qui devait être respecté, non pas la lettre. Jusqu'ici, ça n'a pas été couronné de succès. Et de vous à moi, je vois assez mal comment ça pourrait être couronné de succès, parce que l'interprétation qui est celle du gouvernement, à mon sens, se défend tout à fait juridiquement par le libellé de l'article 119. Conséquence de ça, et ça, si on compare avec la loi fédérale sur les mesures d'urgence, on se rend compte qu'il existe une possibilité pour le gouvernement, pour l'exécutif, de tenir complètement à l'écart l'Assemblée nationale, complètement à l'écart le législateur, pour décider quand est-ce qu'on va sortir de l'état d'urgence. À mon sens, c'est une faille à laquelle on devrait s'attaquer et on devrait peut-être, indépendamment des considérations qui font en sorte qu'à terme, c'est vrai que c'est le gouvernement majoritaire qui va quand même décider quand est-ce qu'on sort de l'état d'urgence, mais que quand on a dépassé 30 jours de crise, que les débats se fassent à l'Assemblée nationale, ça m'apparaît pour l'ensemble de la population beaucoup plus proche d'un idéal démocratique qui pourrait peut-être permettre d'avoir un véritable débat et d'arnacher plus facilement un éventuel
abus de ce pouvoir d'urgence qui, dans l'état actuel des choses, est uniquement dans les mains de l'exécutif gouvernemental. Alors ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je le disais tout à l'heure, c'est en lien avec le respect des droits et libertés de la personne en temps de crise. Et l'exemple du couvre-feu et de l'application mur à mur du couvre-feu jusqu'à l'ordonnance judiciaire, avec notamment le drame qui est survenu, c'est-à-dire que le gouvernement, il y a eu une levée de bouclier quand même assez forte quand, au début janvier, il a annoncé la manière qu'il entendait faire respecter le couvre-feu. Dès la conférence de presse de la ministre Guilbeault, il y a plusieurs journalistes et plusieurs observateurs donc, de la scène politique et juridique qui se sont étonnés du fait qu'il n'y avait pas d'exemption pour les personnes en situation d'itinérance, qui ont soulevé des incohérences, notamment avec le fait de permettre à des propriétaires de chiens de sortir dans un rayon d'1 kilomètre, mais par ailleurs, une personne qui n'a tout simplement pas de domicile doit s'en trouver un de 8 heures à 5 heures. Voilà, à partir, je pense, c'est le 9 janvier. Et malgré tout, le gouvernement a tenu la ligne dure, en fait. Il a tenu la ligne dure et a mis de l'avant différents arguments pour expliquer pourquoi il tenait la ligne dure, là, notamment la déclaration un peu maladroite du premier ministre Legault disant que ça allait être tout simplement trop compliqué pour les policiers de faire respecter une exemption, parce que là, toute personne pourrait se prétendre en situation d'itinérance et donc pour ne pas recevoir une contravention. Et donc, ça a pris une ordonnance judiciaire, en fait, pour que le gouvernement finisse, et là, il faut le saluer quand même, il n'était pas obligé de le faire, parce qu'elle était interlocutoire, cette décision-là, mais il a quand même reculé. Il a fini par reculer, il a donné l'exemption. Mais ce que ça montre, ça montre deux choses. Ça montre que le gouvernement, il n'existe pas en ce moment de mécanismes qui permettent de conseiller le gouvernement au sens indépendant du terme. Respecter les droits et libertés fondamentaux, respecter les droits et libertés fondamentaux des groupes minoritaires avant qu'une décision entre en vigueur, en fait, soit prise ou encore avant qu'une loi soit adoptée. Dans l'état actuel des choses, ça repose sur des avis juridiques parfois demandés, parfois pas véritablement demandés, là, qui sont fournis par le ministère de la Justice. Alors, je n'ai pas besoin de vous rappeler la controverse qui est venue avec l'affaire Wilson-Raybould au gouvernement fédéral, les doubles chapeaux du procureur général dans un régime parlementaire à la britannique. Il est à la fois, bien sûr, le procureur général indépendant, mais il est aussi ministre d'un gouvernement, et donc, à qui va sa loyauté? Donc, il y a des problèmes là-dessus. Mais donc, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de mécanisme indépendant qui permette d'obtenir un avis. Il y a des consultations que le gouvernement peut faire, mais il n'y a rien là, qui est prévu au sens contraignant du terme avant qu'une mesure soit adoptée, et en particulier pas dans un état d'urgence, où les choses doivent aller vite, et souvent le gouvernement, le concept le dit, doit agir dans l'urgence pour protéger la sécurité du plus grand nombre. Alors, ça, c'est le premier élément, mais le deuxième élément, c'est aussi de se rendre compte, et on le voit dans les différents procès qui ont été intentés jusqu'ici, c'est que il y a un obstacle supplémentaire qui va se poser, qui rend presque théorique la protection des droits et libertés de la personne. Alors, c'est quoi cet obstacle-là? C'est qu'une norme d'application générale dans le système juridique canadien jouit de ce qu'on appelle la présomption de constitutionnalité. Alors, lorsque la norme est adoptée de bonne foi par un législateur, ou ici, lorsque le décret est adopté de bonne foi par un gouvernement dans le contexte d'état d'urgence, elle va produire des effets jusqu'à ce qu'elle soit déclarée invalide par une cour de justice. OK? Alors, pour aller à l'encontre de cette présomption de constitutionnalité-là, il existe une possibilité, notamment ça avait été tenté, vous l'avez vu là, en lien avec la loi sur la laïcité de l'État, c'est qu'on peut demander de manière provisoire, avant d'entendre les arguments sur le fond, parce que ça prend du temps, de suspendre l'application d'une norme d'application générale, d'aller à l'encontre de la présomption de constitutionnalité. Mais là, pour ce faire, il faut montrer que c'est presque certain qu'on va être capable de démontrer que cette norme-là est incompatible avec les textes sur les droits fondamentaux. Alors ça, c'est un fardeau de preuve qui est plus lourd que celui qui repose sur les épaules d'un plaignant pour convaincre la Cour que la norme, elle est non conforme avec les textes sur les droits fondamentaux, parce que c'est quelque chose qui vient renverser une présomption qui, par ailleurs, favorise le gouvernement en règle générale. Alors, c'est pour cette raison-là que
Le fardeau de preuve étant plus lourd, ben, c'est la première chose qui va être écartée par les tribunaux, en tout cas tendance lourde jusqu'ici, sauf le cas de l'application du couvre-feu aux personnes en situation d'itinérance. C'est dans ce sens-là que va la jurisprudence. Puis ensuite, ben, la personne peut tout à fait continuer les procédures, mais comme tout décret a une durée de temps limitée, ben, il est possible que le procès finisse par être un procès sans objet. C'est-à-dire que le procès tombe parce que le décret, ben, il va être abrogé par la force des choses, soit parce qu'on va être sorti de l'état d'urgence, soit parce qu'il va on va être face à une mesure qui a été adoucie, modifiée ou que sais-je encore, parce qu'on se rend compte que ça varie beaucoup là, depuis le début de l'état d'urgence. Et donc, ça, c'est un obstacle de plus qui, il me semble, surtout en contexte d'urgence, devrait nous amener à réfléchir à un mécanisme plus indépendant pour être capable au moins de conseiller le gouvernement en lien avec l'impact des mesures qu'il souhaite mettre de l'avant pour être capable de lutter efficacement contre la crise qui justifie l'état d'urgence. Alors ça, c'est une réflexion qui est intéressante à mon sens là, en toutes circonstances, hein, l'idée de réfléchir à des mécanismes de protection a priori des droits et libertés de la personne, mais qui m'apparaissent, si on a un seul moment sur lequel on devrait agir, à mon sens, c'est en contexte d'état d'urgence et en particulier, une fois qu'on a franchi le seuil, là, que ce soit 30 jours, que ce soit 60 jours, peu importe où on va le fixer, il faut admettre qu'une crise qui dure peu de temps et une crise qui s'étire dans le temps, bien, nécessairement, ça n'implique pas les mêmes exigences d'urgence pour le gouvernement. C'est quelque chose de dire qu'il faut qu'on se retourne sur un dissous pour faire face à une bombe qui a explosé au centre-ville de Montréal. Et donc là, dans un contexte d'urgence pour sauver la vie et l'intégrité physique des gens, il va falloir qu'on pose des actes concrets tout de suite. Mais plus le temps avance, et dans le cas de la COVID-19, c'est un beau cas, une belle illustration, mais plus on en apprend sur à quoi on est confronté, et en principe, plus le gouvernement a le temps, il s'est retourné, là, il a pu le faire son 180 degrés, et donc il pourrait mettre en place d'autres mécanismes lui permettant de gérer cette crise-là, mais d'une manière peut-être plus conforme à l'équilibre des pouvoirs qui prévaut en temps normal, en fait, entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Alors, c'est les deux éléments en ce moment moi, qui animent ma réflexion et autour desquels j'espère qu'on va avoir l'occasion d'échanger.